Eh bien voilà, bonjour à tous. Nous sommes de retour pour ce cours sur la Torah de Moïse. Alors aujourd'hui, on va s'amuser. Bon, on s'amuse à chaque fois, bien sûr. Mais la dernière fois, on a fait le tour des trois grandes recensions du Pentateuque, texte massorétique, Pentateuque samaritain, Septante. Et donc ça, c'est l'état, on va dire, de la tradition, la façon dont le texte a été transmis jusqu'à nous aujourd'hui. Donc on est évidemment reconnaissant pour cette tradition. S'il n'y avait pas ces traditions, on n'aurait pas de Pentateuque aujourd'hui. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut remonter plus loin dans le temps? Et la réponse est oui, bien sûr, grâce à une petite découverte qu'on appelle les manuscrits de la mer Morte, et qui va nous permettre donc d'accéder à une version plus ancienne du texte biblique. Et donc c'est le chapitre 4, les plus anciens manuscrits de la Torah. Donc ça va être le but. Bah oui, allez-y, fermez s'il y a quelqu'un qui nous rejoint et entre. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'aller au-delà de ces trois grandes recensions qui sont connues, voilà, qu'on connaît depuis plusieurs siècles, on a bien discuté, les avantages, les inconvénients, les débats, les enjeux, etc. etc. Si on veut aller plus loin que ça, on va d'une part, ça va nous permettre de vérifier jusqu'où remontent ces recensions. Hein. On a dit qu'il y avait des débats. De quand date le texte massorétique? Bon, bah, c'est 9e, 10e siècle après Jésus-Christ, mais en même temps, on se rend compte que oui, il est plus ancien que ça, certainement. Pareil pour la version grecque. Certains qui disent ah, mais ça n'est qu'une version, donc traduire c'est trahir, donc on ne veut pas du grec. Oui, mais d'un autre côté, est-ce que le texte grec ne serait pas le représentant, le témoin d'un texte plus ancien? Et qu'en est-il du Pentateuque samaritain également? Est-ce que c'est une invention à l'époque byzantine, ou bien est-ce qu'en fait c'est la plus ancienne édition du Pentateuque? Donc ça, on va pouvoir vérifier jusqu'où on peut remonter pour ces trois principales recensions. Et puis, on va découvrir d'autres recensions, et puis aussi, et là c'est un peu plus compliqué, mais je compte sur vous, on va essayer de s'interroger sur le périmètre textuel désigné par le terme Torah. On va revenir à ce qu'on disait au début du cours, c'est-à-dire est-ce que la Torah c'est le Pentateuque? Ça veut dire quoi quand on parle de Torah? C'est quoi exactement le texte de la Torah? Et jusqu'où on s'arrête? Où on met la frontière? Vous allez voir, on va faire des exercices pratiques, on va prendre des cas concrets, des textes, et on va s'éloigner de plus en plus de ce que nous, on appelle la Torah, et vous allez essayer de me dire à quel moment on dit stop, non, ça c'est plus la Torah. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Bon. Alors, donc on va commencer par ce premier aspect, c'est les plus anciens manuscrits dits bibliques. Voilà, si on, stricto sensu, on pense à la Torah en tant que Pentateuque, en tant que texte massorétique ou Septante ou Pentateuque samaritain, et on va regarder donc les manuscrits qu'on peut qualifier de bibliques, qu'on appelle de bibliques parmi les célèbres rouleaux de la mer Morte. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ces manuscrits bibliques sont en minorité parmi les rouleaux de la mer Morte. On a à peu près 1000 manuscrits, 930, 940, enfin, on peut toujours discuter. Je vous dis, la plupart de ces manuscrits sont fragmentaires. Hein. Vous avez des petites pièces de puzzle, donc on ne sait pas exactement combien de puzzles il y avait. Et on rassemble les fragments sur des critères en disant tiens, le parchemin ressemble. Et sur un long rouleau, il y a plusieurs feuilles de parchemin, donc c'est pas toujours le même animal. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il y aura une homogénéité sur le rouleau. On rassemble les fragments sur la base de l'écriture. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est le même scribe qui aurait copié un rouleau qui fait 8 mètres de long? Hein, c'est possible, hein, mais pas forcément, etc., etc. Donc en fait, les critères qui font qu'on rassemble les fragments par manuscrit et qu'on compose des manuscrits voilà, sont loin d'être parfaits. Bah, faut bien, ils servent de base de travail au moins, c'est déjà ça. Hein, je ne critique pas, hein, faut bien travailler à un moment donné, mais simplement, il faut être prudent quand on dit le nombre de rouleaux de la mer Morte. Bon, moi, je dis un millier à la louche, un petit millier. Je préfère rester vague volontairement. Alors, en fait, donc grosso modo, sur ce petit millier de manuscrits, un quart a été libellé biblique. D'accord? Et ça, c'est un rouleau biblique. Ça, c'est un rouleau, on fait deux catégories, biblique, non biblique, et un quart de ces rouleaux sont bibliques. C'est finalement pas énorme. Disons, nous, quand on pense évidemment à l'étude du judaïsme ancien, on pense à la Bible, évidemment. Ah oui, la Bible hébraïque. Et là, on se rend compte qu'en fait, la Bible représente le quart des rouleaux, le quart de la littérature juive de l'époque. Alors, et encore, quand je parle de littérature juive de l'époque, là, on n'a pas Philon d'Alexandrie. Hein, je veux dire, on parle de la littérature essentiellement en hébreu, un petit peu en araméen, quelques manuscrits grecs. Mais on se rend compte donc qu'on a une vraie richesse littéraire, une production littéraire du judaïsme antique,
et que finalement, la Bible est minoritaire. Donc ça, c'est déjà une première surprise. Et puis ensuite, évidemment, comme ils sont très fragmentaires, c'est difficile de faire un inventaire précis. Donc je vais être volontairement vague. Dans la Genèse, pour la Genèse, vous avez à peu près une trentaine de manuscrits de la Genèse. Pour l'Exode, une vingtaine. Le Lévitique, une vingtaine. Je vais par ordre décroissant. Ah non, je fais par ordre du canon. Les Nombres, une quinzaine. Et le Deutéronome, une quarantaine. Bon, voilà. Donc ça veut dire quand même à chaque fois on a pas mal. C'est les livres bibliques les plus copiés dans l'ensemble, hein, on va dire. C'est les livres bibliques les plus copiés. Donc la Bible n'est pas la majorité des livres, mais au sein de la Bible, ce qu'on appelle la Bible hébraïque, eh bien, on peut dire quand même que le Pentateuque est largement majoritaire. C'est même pratiquement, si vous mettez tout ensemble, c'est pratiquement la moitié des livres de la Bible. Donc là encore, si vous pensez à la Bible hébraïque, vous dire la moitié c'est le Pentateuque, alors que dans votre BHS, si vous regardez votre Bible hébraïque, le Pentateuque c'est pas la moitié des livres de la Bible. Mais en même temps, on comprend cette proportion qui se retrouve encore aujourd'hui dans le judaïsme, parce que vous allez à la synagogue, on va lire la paracha évidemment, ça c'est donc la section du Pentateuque tous les samedis. On va lire aussi la Haftara, on va lire aussi quelques passages des prophètes, de machin. Vous voyez, bien sûr, ça fait partie de la Bible, mais on voit bien quand même que le Pentateuque, la Torah, occupe une place prépondérante. Bon. Ce qui est très intéressant, c'est que, et j'en ai déjà parlé, mais on va regarder ça dans le détail, ce qu'on apprend, donc tout ça, c'est ce qu'on apprend grâce à la découverte des rouleaux de la mer Morte. Je ne vais pas vous faire un cours complet sur les rouleaux de la mer Morte, découverts au milieu du XXe siècle, 1947, les fouilles dans les années 50, tout ça, voilà. Bon. Donc ça, si vous voulez plus d'infos, on pourra en parler après le cours si vous voulez, mais voilà, c'est évidemment comment dire, une découverte fondamentale pour l'étude de la Bible, du judaïsme ancien, de la naissance du christianisme. Ce que je disais donc, c'est que spécifiquement pour le Pentateuque, donc prépondérance du Pentateuque sur les autres livres de la Bible hébraïque, avec quand même à chaque fois plusieurs dizaines, minimum une quinzaine, hein, le moins c'est le livre des Nombres, une quinzaine seulement, alors que vous allez avoir une quarantaine d'exemplaires du Deutéronome, donc on comprend bien qu'il y a quand même des livres qui sont plus importants que d'autres, ou plus copiés que d'autres en tout cas. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a deux cas, un et demi, on va dire, bon, ça dépend, entre un et demi et trois quarts, on va dire, de rouleaux où on a un livre copié à la suite d'un autre. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va regarder ça, mettre ça à l'écran, c'est là. Voilà. Ce manuscrit, c'est 4Q11, je vais l'écrire. 4Q11, et c'est le fragment 1, je pense. Oui, c'est ça, c'est le fragment 1. Alors, les rouleaux donc sont inventoriés. La lettre Q dit que c'est des grottes de Qumran. Il y a plusieurs sites le long de la mer Morte, du nord au sud. Qumran c'est au nord, et puis vous descendez, vous avez d'autres sites. Voilà. Donc Q c'est Qumran, la grotte 4, avant, le chiffre avant c'est quatrième grotte de Qumran, manuscrit numéro 11. Ils sont tous numérotés. Alors on leur donne des petits noms aussi, c'est-à-dire qu'au lieu de l'appeler 4Q11, vous pouvez aussi l'appeler, par exemple 4Q, comment on l'appelle celui-là? Paléo-Genèse. Voilà, vous allez le trouver écrit comme ça, Paléo, Genèse, Exode, vous voyez, avec et L, avec un petit L, même si vous voulez, attendez, faut que je bascule sur mon clavier. Voilà. Alors, comment on fait pour expliquer ça? Donc, d'une part, on va vous dire le livre que c'est, donc on vous dit que c'est Genèse et Exode. Petit L, parce que tous les manuscrits de la Genèse sont numérotés au sein de la grotte 4 par des lettres. Donc le premier manuscrit de la Genèse, c'est le Genèse A, le deuxième, c'est Genèse B, Genèse C, A, B, C, D, on leur donne des lettres de l'alphabet. Des fois, on arrive jusqu'à R, parce que pour le Deutéronome, par exemple, donc on va avoir 4Q, Deutéronome R. Bon, voilà, il faut A, B, C, D, il faut compter, enfin bref, bon voilà. C'est pas moi qui ai inventé le système. Et donc là, on a Genèse, mais on a aussi l'Exode, et on vous met un petit paléo devant pour vous dire que c'est écrit en paléo-hébreu, c'est-à-dire l'alphabet hébreu traditionnel, et non pas l'alphabet carré, qui est en fait un alphabet araméen. Bon. Donc voilà, donc vous allez le trouver sous ce sigle-là également, et c'est le fragment 1, le premier fragment. Alors, si on regarde ce fragment-là, voilà à quoi il ressemble. Vous avez un site internet, deadseascrolls.org.il,
qui est une base de données faite par les antiquités israéliennes. Vous voyez, vous avez Israel Antiquities Authority, de tous les rouleaux de la mer Morte. En fait, tous ceux qui sont, disons, entre les mains des antiquités israéliennes. C'est le cas de l'immense majorité des rouleaux de la mer Morte. Mais, une petite précision quand même, les grands rouleaux, ceux qui sont connus, les 7 premiers rouleaux, ceux-là, ils ont été achetés par les Israéliens et ils sont au musée d'Israël. Et donc c'est une entité différente, c'est une institution différente, et donc le conservateur n'est pas le même. D'ailleurs, il vient de prendre sa retraite, il recrute. J'ai vu qu'il y avait une annonce, il cherchait un nouveau conservateur pour il voulait postuler, être le conservateur des manuscrits de la mer Morte au musée d'Israël à Jérusalem. Voilà, il y a un poste. Ils ont peut-être trouvé quelqu'un déjà, j'en sais rien. Donc c'était Adolfo Reutemann qui vient de prendre sa retraite. Bon, et donc ceux-là, ils sont sur le site. Il y a des photos, mais sur le site du musée d'Israël. Alors que les autres, eux, en fait, étaient au musée, n'avaient pas été achetés par les Israéliens, c'est ceux qui avaient été accumulés par les antiquités jordaniennes, stockés au musée Rockefeller, qui est à Jérusalem-Est, là, et qui a été pris par les Israéliens en 67. Et quand les Israéliens ont pris Jérusalem-Est, ils ont pris les manuscrits, ils les ont rapatriés à Jérusalem-Ouest, et donc ils les conservent. Bon. Et il y a évidemment, vous imaginez bien, un litige sur à qui ils appartiennent, puisque les Israéliens disent c'est à nous, mais les Palestiniens disent c'est à nous, les Jordaniens disent c'est à nous, puisqu'à l'époque, en 67, enfin après la guerre de 48-49, la Jordanie avait donc annexé la Cisjordanie, et donc le roi de Jordanie s'était proclamé roi de Palestine à Jéricho, et donc, voilà. Donc au moment où, à l'époque où Roland Devaux faisait les fouilles dans les années 50, c'était sous l'autorité jordanienne. Donc les Jordaniens disent c'est à nous. Voilà, donc, bon. En tout cas, les fragments, ils sont à Jérusalem, et donc c'est les antiquités israéliennes qui les conservent actuellement. Donc c'est pour ça que vous avez même 2 sites internet différents, et puis vous avez aussi quelques fragments à Paris, à la Bibliothèque nationale, qui avaient été vendus par Roland Devaux à la France, avec la bénédiction bien sûr du roi de Jordanie à l'époque, pour financer les fouilles archéologiques. Donc la France a 377 fragments, si mes souvenirs sont bons, de Qumran, qui viennent tous de la Grande Une, et qui sont donc stockés sur des plaques à la Bibliothèque nationale. Et j'ai fait des photographies multispectrales il y a pas très longtemps, donc j'ai des photos si vous avez besoin. Bon. Donc ça voilà. Et puis il y a des collections privées, tout ça. Enfin bref. Mais donc le site principal où vous avez donc l'immense majorité, donc des dizaines de milliers de fragments, c'est celui-là, deadseascrolls.org.il. Et puis dessus, c'est facile, vous tapez votre référence et ça vous donne les numéros, pas forcément de fragments, mais de plaques. Parce que les numéros de fragments ne sont pas les mêmes que ceux de l'édition. Donc ça, c'est encore un autre problème après pour trouver le bon fragment. Enfin voilà. Donc si vous êtes patient, vous finissez par trouver le fragment qui vous intéresse. C'est celui-là. Et donc ce fragment-là, ici, bon, vous voyez, il n'est pas en très bon état. J'ai essayé de zoomer. Non, j'arrive pas à zoomer en faisant comme ça peut-être. Voilà. Donc c'est un fragment de parchemin. Il n'est pas en super état. Mais ce qu'on observe ici, donc, c'est que vous avez un grand espace vierge, vous avez des lignes ici, vous voyez, voilà, des lignes écrites effectivement en paléo-hébreu. Donc si vous n'avez pas fait de paléo-hébreu, vous ne savez pas lire. Bon, ça c'est un aleph, ça c'est un lamed, ça c'est un hé avec trois traits, et lé, etc., etc. Bon. Et puis là vous avez un hé à nouveau. Là, non, ça c'est, je vois pas très bien. Parce que là il y a un trait qui est effacé, parce qu'en plus vous voyez que l'encre est à moitié effacée. Non, ça c'est un shin, ça c'est juste une pliure. Ça c'est un mem, un vav et un t, et les shmot. Voilà. Donc c'est le début du livre de l'Exode. Donc vous voyez les premiers mots du livre de l'Exode, c'est formidable. Exode chapitre 1, verset 1. On va regarder ça sur notre Bible. Voilà, donc vous avez Ve'ele Shmot Bnei Israël. Alors là, il y a, dans le texte passantique, il y a un vav devant, donc et voici les noms des fils d'Israël, Shmot Bnei Israël, Habaim, ceux qui viennent, verbe beau, venir, participe masculin pluriel, etc. Mitzraïma, donc vers l'Égypte. Bon, Mitzraïm, c'est l'Égypte avec le A de direction. Bon. Alors, quand vous regardez, donc si vous regardez ça, donc vous retrouvez le début. D'ailleurs, vous pouvez même mettre ça, 4Q11, ouais, vous allez avoir ça ici, là, voilà. Vous avez le texte 4Q11, fragment 1, et les Shmot, Bné, Yis, et puis après,
il y a un crochet qui vous dit que la suite, on ne l'a pas, parce que finalement, le fragment est cassé, hein. Voilà, vous avez donc Elé, Shmot, et puis là, Bné, vous avez Bet, Nun, Yod, et puis là, Yis, là, c'est cassé. Bon. Mais en tout cas, on comprend qu'on a le début de l'Exode. On est très content. On dit, voilà un rouleau de l'Exode. On a laissé de la marge au-dessus. On a la marge là à droite. Vous avez une pliure ici qui était peut-être même la fin des marges. Vous voyez un petit peu vous voyez les marques de lignes, vous voyez, qui avaient été faites à la pointe sèche. Vous avez souvent ça dans les rouleaux. On trace à la pointe sèche les lignes. Donc vous pouvez voir comme ça parfois les lignes et parfois les colonnes aussi sont tracées. Et parfois, si on trace de façon un peu dure, ça peut provoquer une pliure. Mais si vous regardez tout en haut, là, vous avez une petite trace là. Vous avez une ou deux lettres. Ah ah. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On pensait qu'on avait le sommet de la colonne, le sommet du texte, mais en fait non. On se rend compte que là, il y avait du texte, et qu'ensuite, si vous regardez l'interligne là, si vous allez, bon, il n'est pas toujours très régulier, mais vous avez une, deux lignes entre les deux. Donc il y avait une ligne là, deux lignes vierges et ça. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit ici? La supposition des éditeurs, si vous regardez 4Q11, c'est que précisément, vous avez deux lettres, bête et même. On vous dit, ah, ça a l'air d'être un bête et un même. Alors, effectivement, ça, c'est un bête. Voilà, vous voyez ici. On dit, ah là, ça, c'est le bête. Bon, il est un peu endommagé. Et puis là, on dit, c'est un même. Bon, voilà. Et donc, on vous dit, qu'est-ce que c'est que ces lettres? En fait, c'est Genèse 50, verset 26. B. Mitraïm. Et on vous dit, en fait, si vous regardez le texte biblique, c'est la fin avant l'Exode. Voilà, vous avez la fin de la Genèse, B. Mitraïm. Et on vous dit, là, ce que vous auriez, ce serait le dernier mot. Là, vous auriez le dernier mot du livre de la Genèse. Et donc, on aurait, en fait, sur un même rouleau, on aurait copié le livre de la Genèse. Et puis, à la fin, voilà, B. Mitraïm, paf, dernier verset du livre de la Genèse. On laisse deux lignes vierges, là, et hop, après, on commence le livre de l'Exode. Donc ça, c'est un témoin très intéressant. Enfin, je dis, c'est dommage que il reste juste, vous voyez, un petit bout de LED, machin, bon, voilà. Donc c'est pas absurde hein, de penser, on se dit, avant l'Exode, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Il faut se mettre à la place des éditeurs. Hein. Vous avez ce fragment-là sous la main. Moi, si on me donne un fragment comme ça, je remarque que c'est le début de l'Exode, je vois qu'il y avait quelque chose avant. Naturellement, je vais me dire, qu'est-ce qu'il y a avant l'Exode? Il y a la Genèse. Et si dans la Genèse, je trouve un mot qui commence avec bête même, c'est le dernier mot de la Genèse, bon voilà, donc c'est pas absurde, en tout cas c'est une hypothèse tout à fait plausible, tout à fait respectable, on peut imaginer d'autres choses, on peut imaginer tout ce qu'on veut, hein, mais disons que ça paraît assez raisonnable de supposer que y avait une, deux, trois lignes, enfin deux, trois lignes, ça dépend de l'interligne, bon voilà, il y a peut-être, ouais, un, deux, trois, peut-être trois lignes blanches, fin de la Genèse, trois lignes blanches, on reste de la place, et ensuite on commence l'Exode. Donc ça, c'est super intéressant parce que ce serait la première attestation du fait que le livre de la Genèse et le livre de l'Exode se baladent pas simplement indépendamment les uns des autres, mais qu'en fait, ils constituent un tout. On les envisage ensemble. Donc ça, c'est important quand on réfléchit à ce que c'est que la Torah et pour qui imagine que ce qu'est la Torah et ce qu'elle recouvre, de se dire, voilà, à cette époque-là, dans certains milieux, on comprend que la Genèse et l'Exode vont ensemble. Il y a un autre exemple que je vais vous montrer, c'est alors un autre rouleau, je vais vous le mettre à l'écran, c'est 4Q365, on est toujours dans la grotte 4, fragment 26A. Alors 4Q365, vous allez aussi le trouver connu sous le sigle RPC. RP, ça veut dire Rework Pentateuch. Donc Pentateuch retravaillé littéralement. Et il y aurait plusieurs rouleaux de Rework Pentateuch dans la grande 4, et ce serait le troisième, d'où le petit C, voilà, ABC. Voilà. Fragment 26A. Alors à quoi ça ressemble? Voilà à quoi ça ressemble, voilà le fragment. Alors là, bon, d'abord vous êtes content parce que l'écriture vous la reconnaissez, parce que là c'est plus du paléo-hébreu, mais c'est l'alphabet carré que vous connaissez bien. Avec, bon, ça ressemble, évidemment, l'écriture a évolué, mais bon, vous reconnaissez le lamed, ça c'est toujours facile à reconnaître le lamed. Là, vous avez un shin, là, avec les trois dents. Ici, là, shin aussi, etc. Là, vous avez un aleph. Alors, vous voyez, l'écriture est sympa, il fait des petits mouvements, là, comme ça, c'est assez élégant.
voyez, vous avez un Aleph encore, vous avez un Tav ici, et donc vous avez là encore une forme un petit peu élégante, comme ça, un petit peu incurvée et tout. C'est un script qui écrit plutôt bien, un script professionnel. Euh, Là, vous avez la lettre bet, vous voyez, avec la base un petit peu longue, qui dépasse un petit peu à droite. Alors que là, le CAF, non, le CAF est un peu plus étroit, un peu plus haut, vous voyez. Mais des fois, on distingue pas bien le CAF et le bet, hein. Enfin, ça, c'est pareil. Les étudiants, quand vous apprenez l'hébreu, je sais pas si, en tout cas, moi, quand j'ai appris l'hébreu, et souvent mes étudiants, au début, CAF, bet, ils confondent, hein. Il faut un peu de temps avant de repérer la différence. Donc, rassurez-vous, c'était déjà le problème à l'époque. Bon, voilà. Là, vous avez un iode ici, là. Vous avez le noun qui est là. Alors le noun n'a pas de tête. Nous, on apprend à faire des nouns avec des têtes, mais les nouns, ils les font sans tête. Au contraire, la tête est un petit peu en arrière. Il y a un petit geste comme ça, il est un petit peu cambré. Voilà. Là, vous avez un même médial, hein, en milieu de mot, alors que vous allez avoir un même final. Là, ici, vous avez un même final. Voilà. Il est un peu gros, il dépasse en bas, il est un petit peu ouvert. Vous voyez, son même final, il le laisse un petit peu ouvert comme ça. Là, non, il est presque fermé. Mais sinon, vous reconnaissez la forme un peu carrée du même final. Donc voilà, là, vous avez un aïd, pas très différent de ce que vous connaissez, etc., etc. Là, vous avez un dalet avec les deux dents, là, les deux cornes au-dessus. Alors que le resh, on va trouver un resh quelque part. Voilà. Bon, là, vous avez un resh. Vous voyez, le resh, lui, il a pas, il a une corne à la fin, mais sinon, il a une épaule, hein, arrondie, il a une épaule tombante, un petit peu relevée parfois, mais pas autant que le dalet. Là, vous avez un dalet. Voilà. Là, vous avez un P avant, qui est un petit peu différent parce qu'il a une tête pointue. Donc, nous, on est habitué à avoir des P avec une tête plate, mais voilà. Le Samer, ici, voilà. Donc, tout ça, voilà. Franchement, hein, ça se lit très bien. Vous pouvez assez facilement vous initier à la lecture des rouleaux. Faites-le, hein, c'est très sympa. Là, vous avez un guimel, etc. Bon. Alors, voilà. Donc, on a ce fragment-là. Et ici, vous allez avoir, donc on repère ici une ligne vierge. D'ailleurs, elle est même tracée à la pointe sèche, mais on voit qu'il n'y a rien dans cette ligne. Alors on se dit, on n'a pas le début des lignes, il y avait peut-être un mot avant. En tout cas, ici, il y a un blanc. Et alors, à quoi ça correspond? Alors, eh ben, on va regarder ça. 4Q365. En fait, le 4Q365, on vous dit que ce que vous allez lire donc au début des lignes, vous allez avoir Kol Bnei Israël et puis ensuite quelque chose, Kacher, quelque chose. Donc là, ici, effectivement, on vous dit, regardez, vous avez Kol, la totalité de, Bnei, les fils de, Israël. Alors, vous voyez, il ne reste pas grand-chose, hein. Et puis là, en bas, en dessous, vous avez Kacher, le relateur, Kacher, selon ce que, etc. C'est pas grand-chose, on ne peut pas en faire grand-chose, mais, et puis on va voir après ce qui se passe. Ensuite, ici, vous avez déjà plus de texte. Et ce que vous allez voir après, effectivement, après quelques lignes, vous allez avoir la mention de Midbar Sinaï, donc le désert du Sinaï, Béohel, Moed, dans la tente de la rencontre. Vous voyez, vous avez ici Ohel Moed, voilà, vous avez Béohel Moed, vous avez Sinaï ici, là, on voit bien, Samer Yod Nun Yod, voilà, Midbar un petit peu endommagé, mais voilà, c'est pas impossible. Donc voilà, Béohel Moed, bon, le Vav il est un petit peu cassé, mais le Aïn, Dalet, etc. Bon. Donc on se dit très bien, avec ça, vous pouvez assez facilement faire des recherches. Alors soit vous connaissez la Bible par cœur, sinon vous faites comme moi, vous avez un moteur de recherche et vous dites où est-ce que j'ai Béohel Moed, machin, etc. Et en fait, assez vite, on se rend compte qu'il s'agit du début du livre du Lévitique. Euh, alors, pas tout à fait, pas tout à fait celui qu'on connaît. Ah non, c'est Lévitique, non, c'est les nombres. Oui, c'est ça. Voilà, vous avez Bemidbar Sinaï, Beohel Moed. Vous retrouvez votre expression là, celle qu'on avait là, hein, hein, dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre. Donc on se dit, ah oui, d'accord. Donc en fait, ce que j'ai là, c'est le début du livre des nombres. D'accord? Et ça se vérifie après, hein, si vous lisez la suite, vous dites oui, très bien, je vois que c'est effectivement le début du livre des nombres. Donc, on fait comme on a fait tout à l'heure, on se dit j'ai une ligne blanche avant, est-ce que par hasard j'aurai la fin du livre du Lévitique?
Et donc, effectivement, regardez, vous avez ici la mention qu'on avait vue, donc, où est-ce que c'était? Voilà, c'était ici, juste avant, au début. On avait Kol Bnei Israël et Kaacher, et on se dit, alors, est-ce que ça correspond? Est-ce qu'on trouve quelque chose qui... hein. Bon, alors, pas tout à fait. Voilà, ça marche pas tout à fait très bien. Et donc, c'est ça le problème, c'est qu'on se dit, ah, mais il y a quand même des choses qui ressemblent, parce qu'on a quand même ici Kol Bnei Israël, vous voyez, on se dit, ah oui, donc Kol Bnei Israël, ça ressemble, on a El Bnei Israël, bon, il manque le Kol, voilà, bon. Voilà, donc on se dit, on a quelque chose avant qui pourrait ressembler à la fin du livre du Lévitique, et on nous dit, voilà, ça pourrait être Lévitique 27-34, mais avec des différences. Bon, voilà. Donc, parce il y avait ici on a un HR ici, bon, voilà. Alors que là on a KHR, mais voilà, bon, voilà. Donc on se dit, on retrouve un peu les mêmes mots, mais pas forcément dans la même syntaxe, et avec des choses en plus, en moins, etc. Bon. Donc, là, on se dit, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a un exemple et demi de, de, de cas où on aurait la fin d'un livre de la Torah et le livre suivant. Bon, voilà. Bon. Donc ça, c'est quand même intéressant. Il y a quand même une ligne vierge, il y a quand même... Bon, voilà. Donc, question sur la possibilité de copier sur un même rouleau deux livres de la Bible hébraïque, et plus précisément, en l'occurrence, de la Torah. Voilà. Donc ça, c'est les deux cas. Bon, il y a aussi il y a le manuscrit des 12 petits prophètes. Donc les 12 petits prophètes aussi, mais ça ne nous intéresse pas, c'est un cours sur la Torah. Mais c'est juste, je vous donne pour info, vous allez avoir le même phénomène pour un ou deux rouleaux des 12 petits prophètes. Mais sinon, c'est les seuls cas où on va voir comme ça la fin d'un livre, un vacat, ce qu'on appelle un vacat, c'est-à-dire un espace vierge, et puis ensuite le début d'un livre suivant. Alors donc voilà, donc ça on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On aimerait bien avoir davantage d'exemplaires comme ça, on n'en a pas. Mais en tout cas, il y a un intérêt pour ce manuscrit-là et pour l'autre. Vous voyez, dans les deux cas, c'est un peu, c'est difficile, hein, c'est ténu, mais bon, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Alors, on se pose donc la question de dire, est-ce que déjà à l'époque, ça signifie effectivement que la Torah était déjà conçue comme un Pentateuque, en tout cas comme plusieurs livres qui n'en font qu'un, est-ce qu'il y en aurait cinq? Bon là, il n'y en a pas cinq, deux, mais bon, si on a Genèse et Exode d'un côté et Lévitique plus nombre de l'autre, c'est intéressant. Question, remarque? Oui. En fait, j'ai peut-être une hypothèse, mais si vous dites que ça, c'est deux seuls rouleaux où c'est rassemblé, la plupart, du coup, c'est des livres pas, j'ai envie de dire que logiquement, vu la faible fréquence, ça devait être, cette fois-ci, ce rouleau-là devait être ce qu'on appelle aujourd'hui une collection, où on a rassemblé les livres qui sont d'habitude séparés. Oui. Donc là, c'était une collection, une édition collector, peut-être, un truc comme ça. Oui. Mmh. Hypothèse, hein, mais peut-être. Donc, je répète pour ceux qui nous écoutent, effectivement, l'idée, ce serait de dire que c'est finalement l'exception, que la plupart des livres étaient copiés séparément et que là, à un moment donné, quelqu'un a voulu faire une collection en disant, voilà, on va pour une fois les mettre ensemble. Oui. Tu vois, maintenant, contrairement à ce que tu dis, ce serait pas qu'on a vraiment de la chance que les deux seuls exemples qu'on ait, si ce sont des exemples là, parce qu'après, peut-être, voilà, on regarde ce qu'on a en voit, ce qu'on a en mémoire, on se dit, ah tiens, ça ressemble à la toute fin de la Genèse, bon, on va deux lettres. Mais ce serait quand même chanceux que, ce serait pas un beau hasard, qu'à chaque fois, ils s'enchaînent dans l'ordre que nous, on connaît encore aujourd'hui. Si c'est vraiment juste des collections au hasard. Bon, tu me diras, pour Genèse et Exode, c'est logique, vu que Exode, c'est la suite, en tout cas dans le récit de la Genèse. Pour le nom Lévitique, c'est quand même moins évident. Oui. Justement, en fait. Alors attends, je résume juste pour ceux qui nous écoutent pour les étudiants à distance. Donc effectivement, l'idée de dire c'est que les deux seuls exemples qu'on a, on n'en a pas beaucoup, mais donc vous soulignez le fait que c'est quand même des livres qu'on connaît, donc il y a des collections de livres qu'on connaît, et dans l'ordre qu'on connaît, ce qui est pas très surprenant pour Genèse et Exode, parce que c'est des textes narratifs,
Et de fait, en tout cas, l'Exode et les premiers chapitres sont des chapitres narratifs, et les premiers chapitres de l'Exode enchaînent directement avec le livre de la Genèse. Donc ça paraît logique de les lire dans la foulée. C'est un peu moins évident pour Lévitique et Nombre, qui ne s'enchaînent pas forcément de façon naturelle. Voilà, j'aurais pu expliquer. Justement, alors, je pense que j'ai peut-être pas bien compris, mais ça, ces deux exemples que vous avez montrés, ce sont les seules fois. Il y a combien d'exemples en tout, en gros? Parce que c'est ça, si maintenant, il y a combien d'exemples en tout où on a accès au début du livre, sur le fragment? Parce qu'effectivement, si ce sont les deux seules fois où on a accès au début du livre et qu'on voit qu'il y a des écrits en haut, alors lui, il a raison, effectivement, c'est pas une connexion, c'est normal de faire des temps. Maintenant, si maintenant, dans les autres exemples où on voit le début du livre, et ben, il n'y a rien en haut. Si on a 1 sur 10 où il y a en haut, c'est celui-là, c'est 1 sur 10, c'est sûrement une collection. Si maintenant c'est l'inverse, si on n'en a que 2 sur 2, c'est peut-être pas une collection, c'est peut-être un truc. Effectivement, c'est une remarque intéressante, c'est de dire il faudrait regarder combien de fois on a le début d'un livre parmi les rouleaux de la mer Morte. J'ai pas fait le calcul, j'ai pas regardé. Mais donc effectivement, de dire, il faudrait regarder le nombre de fois où on a sur un fragment le début d'un rouleau, et en disant, est-ce que les fois où on a le début d'un livre sur un rouleau, est-ce qu'on a la preuve qu'il n'y a rien avant, ou bien, voilà. Et là, on pourrait faire des statistiques un peu plus sur combien de fois. Donc ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas vérifié. Il y a quelques exemples célèbres. On a le début du livre, le grand rouleau d'Isaïe, par exemple, et encore, il est un peu endommagé, etc. Il faudrait. C'est pas très difficile à vérifier, en fait, parce qu'il suffit d'aller regarder, par exemple, si je tape Genèse. Ah oui, pas dans. Il y a donc sur Accordance, hein, il y a un module DSS Bible Canonical Order, donc vous mettez une référence biblique et ça vous dit tous les rouleaux qui ont cette référence biblique. Donc par exemple, si je dis Genèse 1.1, on va me dire quels sont les rouleaux qui ont Genèse 1.1. Donc on nous dit 4Q2 et 4Q7. Et 4Q8 peut-être, mais 4Q8 n'a que la fin du verset 1. Mais on pourrait vérifier, donc voilà, déjà ça nous informe en disant si vous cherchez le premier verset de la Genèse, il faut aller voir du côté de ces trois rouleaux-là pour voir, voilà. Est-ce que effectivement, comme vous dites, est-ce qu'on voit la marge au-dessus, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y avait rien avant, etc. Bon, voilà, c'est la Genèse, donc s'il y a autre chose avant, ce serait assez intéressant de voir. Bon, bref. Après, pour l'Exode, on a 4Q11 dont on vient de parler, on a aussi 4Q13, par exemple, on nous dit, ah, mais regardez, 4Q13, on a aussi le début, donc il faudrait voir, effectivement, on a 4Q1 aussi, mais apparemment, il faudra. Donc tout ça, c'est à vérifier. Est-ce que sur 4Q1, par exemple, on aurait la fin de la Genèse avant? La réponse est non. 4Q1 est présenté comme un rouleau, celui-là je le connais, où il y a à la fois Genèse et Exode, parce que c'est le même scribe, mais on n'a pas de fragment où on a la fin de la Genèse et le début de l'Exode. Parce que j'avais vérifié précisément, j'avais dit tiens, je vais voir. Et donc, quand vous regardez 4Q1, on vous dit c'est un rouleau de Genèse et Exode qui contenait les deux, sauf qu'en fait, on n'a pas de fragment qui fait qui fait le joint. Donc c'est peut-être, mais si c'est le même scribe, les scribes ne copient pas un seul rouleau dans leur carrière. Enfin, on peut imaginer qu'il y a un scribe qui copie la Genèse. Donc c'est pas une preuve non plus. Donc, etc., etc. Donc il faudrait en fait faire le travail de voir combien de fois on a les débuts et de voir est-ce que la statistique. Mais le problème, c'est voilà, quand on a un échantillon, on sait bien, hein, les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut, surtout quand on n'a pas beaucoup d'échantillons de données. Voilà. Donc ça, c'est un peu un problème avant de conclure. Oui. En fait, il y a deux questions différentes qui se posent. La première, c'est est-ce que les gens de l'époque considéraient déjà le Pentateuque comme 5 livres cohérents et dans un ordre voisin? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il leur arrivait et à quelle fréquence de les compiler? Oui. Parce que par exemple, je prends un exemple absurde, non pas absurde, mais je prends un exemple moderne. Je ne crois pas qu'il existe une seule édition des 7 Harry Potter en un seul bouquin qui fait genre cette taille à la suite où tu les enchaînes. Pourtant, tout le monde sait qu'ils sont 7 et qu'il faut les lire dans cet ordre. Oui. Donc, en fait, la question, peut-être que c'était très rare. Peut-être qu'à l'époque, on considérait que les 5 livres étaient déjà un tout qu'il fallait déjà lire dans cet ordre-là, mais que c'était effectivement, tu as peut-être raison, très rare de les enchaîner les uns à suite des autres, parce qu'après tout, ça fait beaucoup de boulot, ça prend la place, c'est cher, et puis en plus, s'il faut le dérouler, il vaut mieux les séparer en petits morceaux. Donc en fait, la réponse à l'un n'était pas forcément la ouais. Alors effectivement, il y a donc je reprends, il y a donc deux choses à distinguer. Il y a d'une part la façon dont les gens pouvaient percevoir cette œuvre littéraire, en disant est-ce qu'on considère que c'est un tout, que ça va ensemble, et d'autre part, il y a les considérations matérielles, de copie ou non,
sur un même rouleau, et c'est deux questions différentes, avec le parallèle d'Harry Potter, où donc tout le monde sait que les différents tomes se suivent et qui sont dans un ordre bien précis, et que voilà, mais pourtant on ne s'amuse pas à copier tout sur en un seul volume qui ferait des milliers de pages, etc., qui serait un peu difficile à manipuler. C'est d'ailleurs souvent un argument utilisé pour dire que justement les manuscrits étaient copiés sur des rouleaux différents, en disant que c'était des questions uniquement pratiques, c'est-à-dire au lieu d'avoir un rouleau énorme, etc., on préfère les copier sur des rouleaux différents parce que c'est plus facile à manipuler. Et donc, que ça ne veut pas dire que. Et donc, c'est l'argument qu'on invoque aussi pour dire qu'on a un Samuel et deux Samuel, par exemple. On dit, mais en fait, c'est un seul livre, c'est le livre de Samuel, mais pour des raisons pratiques, il était copié sur deux rouleaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos Bibles, on a un Samuel et deux Samuel, un roi, deux rois. D'ailleurs, que les quatre, finalement, n'en faisaient qu'un. Et d'ailleurs, dans la tradition grecque, c'est un, deux, trois, quatre règnes. C'est le livre des règnes, un, deux, trois, quatre. Donc, on se dit, oui, effectivement, peut-être que ces considérations matérielles pratiques doivent être dissociées. Alors disons, donc je vous rejoins sur cette question-là, parce que finalement ça a été discuté. Alors, d'abord, on peut faire des rouleaux très longs si on veut, hein. Il y a le rouleau le plus long qu'on connaît, c'est le rouleau de papyrus Harris I, qui date de la fin de l'époque ramesside et qui fait 40 mètres de long. Bon, donc si on veut, à partir du moment où on colle des feuilles ou on coud des feuilles de papyrus ou de parchemin les unes derrière les autres, on peut les faire aussi. Mais après, évidemment, c'est pas pratique à mettre dans sa besace si vous voulez partir en vacances. Bon. Donc, on se rend bien compte qu'effectivement, c'est possible, c'est pas forcément souhaitable. On voit aussi qu'effectivement, d'ailleurs, on a des manuscrits plus compacts qui sont moins hauts et qui tiennent plus facilement, qui sont plus facilement transportables. J'entends à Qumran, hein, donc on a écrit un article là-dessus dans des livres que j'ai édités. Enfin bref, si ça vous intéresse, je vous donnerai la référence. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'on a des rouleaux de voyage, entre guillemets, comme vous avez des petites bibles de voyage, tout ça. Déjà à l'époque, on se dit, il y a des petits machins. Mais évidemment, ça va pour des petits livres. Hein, Esther, c'est tout petit. Si vous voulez juste avoir Esther sous le coude, c'est très bien. Ou des compilations de passages, de textes, etc., etc. Et puis, vous avez des rouleaux plus hauts, parce on sait qu'ils vont être très longs. Là, le grand rouleau d'Isaïe, il fait pratiquement une page à 4 en hauteur, une trentaine de centimètres en hauteur. Parce qu'on a déjà en tête qu'on va copier un truc qui va faire 7 mètres de long, et que donc, si les pages faisaient que 20 centimètres au lieu de 30 en hauteur, il serait encore plus long. Donc, on aurait un truc complètement disproportionné. Donc, on a tendance à prendre des feuilles plus hautes quand on sait qu'on va avoir un rouleau plus long. Donc, moi, j'utilise ces exemples-là comme effectivement un argument positif et pas négatif. Hein. Il faut bien distinguer. C'est-à-dire qu'en fait, en logique, vous pouvez avoir une démonstration dans un sens et pas dans l'autre. Vous dites une chose, la réciproque n'est pas forcément vraie. Donc, je ne dis pas que si on ne trouve pas de fragments, ça veut dire que ça n'existait pas, parce que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Et on sait qu'il nous manque plein de choses, qu'on a plein de fragments, que trucs, etc. Donc, moi, je les utilise de façon positive, c'est-à-dire de dire que ça existe. C'est-à-dire que c'est intéressant de se dire que si quelqu'un copie sur un même rouleau 2 livres d'affilée, ça veut dire que dans sa tête, ces livres, ils vont ensemble. On n'irait pas copier sur un même rouleau des œuvres littéraires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, tiens, j'ai copié ça. Oh, bah, il me reste quelques mètres. Hein. Il me reste 4 mètres sur mon rouleau. Donc, non. Voilà. Donc, ça ne se fait pas. Et en plus de commencer le livre de l'Exode, parce qu'on sait que le livre d'Exode, il va être assez long. Voilà. Donc vraiment, dans ces cas-là, et je vous dis, les deux seuls exemples qu'on ait, donc c'est le Pentateuque et le rouleau des 12 petits prophètes, où là, à mon avis, on peut dire de façon positive que ça veut dire que pour ceux qui se disent je vais copier ces livres-là l'un après l'autre, ça veut dire que pour eux, ils vont ensemble. Ça ne veut pas dire que s'ils ne l'ont pas fait pour les autres n'avaient pas cette idée-là pour les autres. Voilà. Donc c'est là qu'il faut être prudent. C'est bien d'exploiter la documentation qu'on a de façon positive. On a quelque chose, on dit qu'on a ça, et donc ça, on le mentionne de façon positive. Après, ce qu'on n'a pas, voilà, c'est comme je vous dis, c'est toutes les statistiques, il faut se méfier parce que la documentation, elle est fragmentaire. Il y a des milliers en tout cas des centaines de petits fragments sur lesquels il reste 2 lettres. Et donc, il nous montre bien que, voilà, il nous manque plein de choses. Et que assez souvent, les statistiques, comme je dis, c'est bien quand on a beaucoup de données, on peut faire des statistiques plus ou moins fiables. Quand on prend un échantillon de données très faible, les statistiques ne sont pas toujours parlantes. Donc c'est pour ça que je ne vais pas me risquer, je suis souvent volontairement vague quand il s'agit de donner des chiffres. Mais en l'occurrence, voilà, ce que je trouve intéressant de signaler, c'est l'existence, de dire que ça existe. Voilà, ça c'est important. Ça va pour vous? Oui. En fait une question. Là, vous avez dit un quart des documents, votre patrimoine sont des livres hébraïques, des livres hébraïques.
les trois quarts rouleaux, c'est quoi en fait? Ah, donc oui, la question c'est de dire si les rouleaux de livres de la Bible hébraïque c'est un quart des rouleaux de la mer Morte, les trois quarts c'est quoi? Les trois quarts c'est d'autres œuvres littéraires. Euh, D'abord, on n'a que des textes religieux. Sur d'autres sites, hein, on a des textes économiques, administratifs. Du côté du Wadi d'Aliyeh, on a des manuscrits en araméen qui sont, voilà, mais qui sont des textes économiques. Voilà, donc ça, mais quand on parle des rouleaux de la mer Morte, vraiment là, je vous parle des. Voilà. Donc c'est des textes religieux, juifs, principalement en hébreu. On a aussi de l'araméen et quelques grecs et qui sont alors soit des œuvres littéraires qu'on connaissait déjà, mais qui n'ont pas été canonisées par les rabbins. Alors j'utilise le terme canonisé, c'est un terme chrétien, mais on va dire qu'ils n'ont pas été reconnus comme ayant autorité par les rabbins. Hein, donc ça, c'est la liste qu'on a dans le Talmud. Euh, mais qui étaient connus et qui étaient même pour certains dans d'autres Bibles. Hein. Par exemple, vous avez 5 rouleaux du livre de Tobit. Et le livre de Tobit, il est canonique pour l'Église catholique romaine, l'Église d'Angleterre, etc., etc. Bon. 4 rouleaux en araméen, un en hébreu. Bon. Donc le livre de Tobit, on connaissait déjà. Vous avez d'autres, donc, mais ils sont deutérocanoniques, on va dire. Vous avez, comme ça, d'autres livres, d'autres Bibles. Vous avez le livre d'Enoch, par exemple, qui est canonique en Éthiopie. Euh, Vous avez une dizaine, douzaine d'exemplaires du livre d'Enoch. Je reste vague sur le chiffre parce qu'on a eu des exemplaires en plus, mais qui se sont avérés être des faux en plus. Bon, donc voilà. Mais c'est quand même important. C'est-à-dire, voilà, on a beaucoup d'exemplaires du livre d'Enoch. Donc on le connaissait en éthiopien ancien, en Gaze, tout comme le livre de Tobit était connu en grec, en latin. Mais là, on retrouve les originaux en araméen, le livre d'Enoch c'est en araméen aussi. Donc voilà, on a tout un tas d'œuvres comme ça qu'on connaissait, des œuvres des apocryphes, entre guillemets, qui étaient connues comme telles. On a des œuvres inédites, euh, des œuvres dites communautaires qui nous parlent de la vie de la communauté. On a Serer Hayahad, la règle de la communauté. Donc on a qui nous raconte la procédure. Quelqu'un qui veut rejoindre la communauté, il va faire 3 ans, il va être stagiaire 3 ans. C'est comme le vicariat ici pour les pasteurs en Alsace. Voilà. Donc voilà. Donc et puis voilà, vous avez le rouleau de la guerre qui raconte aussi une guerre apocalyptique. Enfin voilà, vous avez tout un tas des œuvres de sagesse. Le Moussar les Bévin, là, donc etc., etc. Voilà, vous avez 4Q instructions, là, ce qu'on appelle l'instruction pour l'homme intelligent, etc. Donc vous avez tout un tas vous avez des cantiques, vous avez le livre des Odaïotes, là, le rouleau des hymnes, qui sont un peu comme des psaumes, vous avez les Shirotolat Shabbat, les cantiques de l'Holocauste du sabbat. Donc vous avez comme ça toute une littérature qui ressemble finalement à la Bible, qui aurait pu être dans la Bible, mais qui n'y est pas. Donc ça c'est très très intéressant et c'est la majorité des rouleaux. Mais bon, c'est pas l'objet de notre cours, quoique on va en parler tout à l'heure quand on va parler justement des frontières de la Torah. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, ça va, c'est bon. J'ai un autre truc à dire quand même sur ce fragment. Je reviens sur le fait qu'il est en paléo-hébreu. On en a parlé quand on a parlé du Pentateuque samaritain. Le Pentateuque samaritain, les Samaritains emploient encore aujourd'hui le paléo-hébreu dans une version évoluée, qui a évolué. Donc l'écriture, si vous mettez à côté l'écriture samaritaine et celle-là, c'est pas la même. On voit bien qu'on dit, ah non, la forme des lettres, c'est pas exactement la même. Donc évidemment, c'est normal, il y a des siècles d'écart entre les deux. Mais la forme basique des lettres est la même. Elle a évolué dans un cas, voilà, on aime bien, il y a souvent des petites fioritures, hein, on a des petits crochets à la fin, des empattements, vous savez, comme on fait des pleins, des déliés, des empattements. Voilà. Donc, mais fondamentalement, c'est le même alphabet. Alors que l'alphabet hébreu que nous on apprend, c'est l'alphabet carré qui est en fait un alphabet araméen. Donc la surprise, ça a été de découvrir des rouleaux de la mer Morte qui utilisent le paléo-hébreu. Et donc on s'est posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on utilise le paléo-hébreu? Moi, quand j'étais étudiant, l'explication c'était de dire le paléo-hébreu a été ressuscité à l'époque hasmonéenne par élan national. Hein, donc l'époque hasmonéenne, c'est la révolte des Maccabées.
le royaume de Juda prend fin en 587-86 avant Jésus-Christ, et puis ensuite, plus d'autonomie politique. On est sous domination néo-babylonienne, puis sous domination perse, puis sous domination grecque, hellénistique, etc., etc. Et donc, en 167, ça fait 400 ans que on n'a plus d'autonomie politique. Et donc quand Antiochos IV va profaner le sanctuaire à Jérusalem, etc., ça va provoquer la révolte donc, de la famille des Maccabées, Judas et ses frères, tout ça, les fils de Mattathias. Et donc, et là, ils vont prendre les armes, ils vont bouter les Grecs hors de la Judée, et ils vont rétablir une autonomie politique qui va durer un siècle. Et donc là, on va retrouver, à un moment donné, on va même prendre le titre de roi. En 104 avant Jésus-Christ, on va parler de royaume d'Israël. Vous allez avoir des pièces de monnaie. Alexandre Janet, en 103, qui règne de 103 à 75, si ma mémoire est bonne, frappe monnaie. Et on a les pièces de monnaie et il se dit roi de voilà, il prend le titre de roi. Bon. Et donc, il y a cette idée, on va rétablir la royauté. Et comme on rétablit la royauté, eh bien, on va se projeter dans cet idéal de dire, mais finalement, à l'époque du royaume de David, du royaume de Juda, tout ça, Israël et Juda, on utilisait l'écriture hébraïque et non pas l'écriture araméenne. Et donc, nous, on va rejeter l'écriture araméenne et on va utiliser l'écriture hébraïque. Et donc, on a des pièces de monnaie. À cette époque-là, ces pièces de monnaie utilisent l'alphabet qu'on appelle paléo-hébreu, qui est en fait l'alphabet hébreu tout court, mais bon, on l'appelle paléo-hébreu. Et donc, quand on avait découvert ces pièces de monnaie, ça c'était avant la découverte des rouleaux de la mer Morte, on avait déjà découvert ces pièces de monnaie, on s'était dit, ah bah voilà, regardez, voilà, les Asmonéens, et on a la même chose avec Bar Korva, les pièces de monnaie à la première et à la deuxième révolte, on ne sait pas très bien les pièces de monnaie, on a des pièces de monnaie donc comment dire, qui parlent de la libération de Jérusalem, et on ne sait pas si c'est la libération de 70 après Jésus-Christ, enfin, 66, pardon, la guerre de 66 après Jésus-Christ, ou la guerre de 132. Bon, voilà, donc c'est des pièces de monnaie, soit des années 60, soit des années 130 de notre ère, mais on a de nouveau le paléo-hébreu. Donc on avait ces pièces de monnaie, et l'idée c'était de dire, ah oui, mais ces pièces de monnaie, c'est vraiment voilà, une idéologie nationaliste. D'ailleurs, aujourd'hui encore, vous allez en Israël, les pièces de monnaie, si vous prenez la pièce de 1 shekel, là, la petite pièce, là, c'est écrit dessus en paléo-hébreu. Donc, on fait pareil encore aujourd'hui. C'est super intéressant. On crée l'État d'Israël en 1948, etc. On fait une pièce de monnaie, et ben on fait pareil. On va aller écrire en paléo-hébreu dessus. Bon. Je ne sais pas si je peux vous montrer une photo de pièce de 1 shekel. Alors, il me donne le taux de change entre, voilà, regardez, là, voilà, vous avez cette pièce, là, vous avez Yod, He, Dalet, Yehud, ça veut dire la Judée, écrit comme ça sur la pièce du shekel. Alors, ça, c'est d'un côté, de l'autre côté, c'est pas pareil, mais voilà. Donc, c'est quand même super intéressant que, voilà, qu'on ait encore ça. Bon. Alors, mais on disait, bien sûr, mais plus personne connaissait ça. C'est dans l'entourage du roi. C'est les gens voilà, qui sont hors sol. Voilà, c'est les énarques de l'époque, etc. Voilà. Bon. Mais les gens évidemment connaissaient pas le paléo-hébreu. Et puis en fait, on a eu la découverte des rouleaux de la mer Morte. Et puis à peu près à l'époque, on a fait les fouilles à Masada. Et quand on fait des fouilles à Masada, on voit que les fûts, vous savez, des colonnes, vous avez des bases, les fûts, etc. Voilà, les tambours là, vous les empilez, des blocs. Et on se rend compte que pour savoir dans quel sens, vous savez, c'est comme quand les blocs sont libellés, et ces libellés utilisent parfois des lettres en paléo-hébreu. Ça, c'est utilisé par des ouvriers. On se dit, les ouvriers, c'est pas les grands scribes, c'est pas les grands intellectuels. Voilà, voilà, c'est des maçons. Bon. Donc, en maçonnerie, on utilisait encore ça. Et puis, on a découvert, y compris à Masada, un petit papyrus écrit en paléo-hébreu, qui mentionne le mont Garizim, soit dit en passant, le mont Garizim étant là où les Samaritains avaient leur sanctuaire, et les fouilles du mont Garizim ont aussi révélé des inscriptions qui utilisent le paléo-hébreu, et on a des rouleaux de la mer Morte qui utilisent le paléo-hébreu. Donc là, d'un seul coup, quand on fait le cumul de toute la documentation, on se dit, ah, mais en fait, le paléo-hébreu, c'était pas si déconnecté et hors sol que ça. Et donc, on se rend compte que le paléo-hébreu
à mon avis, n'est jamais mort. On a effectivement peu d'inscriptions à l'époque achéménide, mais tout simplement parce que les textes qu'on a sont en araméen. En fait, on n'a pas de texte en hébreu. Voilà. Donc, comme on n'avait pas de texte en paléo-hébreu qui utilisait l'alphabet paléo-hébreu, on disait ah ben c'est la preuve que le paléo-hébreu a disparu. En fait, non. C'est pas que le paléo-hébreu en tant qu'alphabet a disparu, c'est que la langue hébraïque elle-même n'a pas donné beaucoup de textes à l'époque. L'administration de l'Empire achéménide est en araméen, hein, c'est les Perses qui décident, ils sont sympas, au lieu d'imposer leur langue, qui est une écriture cunéiforme, un peu compliquée, etc., qui n'est même pas sémitique, tout ça. Bon, ils disent on va prendre l'araméen. Et donc, à cette époque-là, on utilise l'araméen. Donc, si j'écris en araméen, j'utilise l'alphabet araméen, ça paraît logique. Si j'écris en hébreu, j'utilise l'alphabet hébreu. Et on a même, une fois, une ou deux attestations, où on a notamment un texte bilingue. Dans mes souvenirs, c'est un sceau, oui, c'est un sceau, je pense, une empreinte de sceau, où il y a un mot en hébreu qui utilise l'alphabet hébreu, paléo-hébreu, et un mot en araméen qui utilise l'alphabet araméen, sur le même truc. Ça paraît logique. J'écris une langue, j'utilise l'alphabet de cette langue. Et donc, en fait, ça n'est pas que l'alphabet paléo-hébreu a disparu, c'est tout simplement qu'on n'a pas découvert, on a un trou dans la documentation, et ça arrive fréquemment en archéologie, on n'a rien, mais les gens continuent à utiliser. Et on a même, et j'argumente même, parce que j'ai fait toute une étude là-dessus, et je me rends compte qu'on peut même distinguer l'évolution. C'est-à-dire que si l'alphabet paléo-hébreu a évolué, c'est qu'il est utilisé. Un truc qui est figé, un truc dans les musées, ça bouge pas. Vous voyez, si un truc est mort, une langue morte, elle évolue plus parce qu'on l'utilise plus. Une langue vivante, elle évolue. C'est ça qui fait qu'elle est vivante. On voit l'évolution linguistique. Donc, la langue hébraïque a évolué, on a des évolutions linguistiques. L'alphabet paléo-hébreu a évolué, on a des évolutions paléographiques. Donc, ce manuscrit-là, moi, quand j'étais étudiant, on me disait, il date du 1er siècle avant notre ère. Voilà, le 2e ou 1er siècle avant notre ère. Plutôt 1er siècle avant, comme tous les rouleaux de la mer morte. Et donc, c'est quelqu'un au 1er siècle avant notre ère qui se dit, tiens, je vais ressusciter l'alphabet paléo-hébreu. Pourquoi ? Parce que c'est le Pentateuque, quand même, c'est la Torah, c'est Moïse, donc je me projette dans un lointain passé, l'époque glorieuse d'Israël, et donc je vais écrire en paléo-hébreu. Et en fait, c'est pas le cas. Ce rouleau est en fait, alors vu les évolutions, je ne vais pas rentrer dans les détails, moi, je le situe aux alentours du 3e siècle avant notre ère. Il peut être un peu plus ancien, un peu plus récent, mais en moyenne aux alentours du 3e siècle avant notre ère. Ce qui en fait un des plus anciens rouleaux de la mer morte. Et il y a même un ou deux rouleaux plus anciens, je pense notamment au manuscrit 4Q 46 et 4Q 12 que j'avais regardé, 4Q 46. Ici, alors il n'y a pas que lui dessus, ça va être compliqué à le trouver parce qu'il est quelque part là-dedans, et 4Q12 qui pourrait remonter même au 4e, voire 5e siècle avant notre ère. C'est-à-dire que sur 4Q46, vous n'avez pratiquement aucune différence d'un point de vue au niveau de la paléographie, au niveau de l'écriture, entre cette écriture-là et l'écriture qu'on a à la fin du royaume de Juda. On a des inscriptions de la fin du royaume de Juda, de Lachish, de Harad, sur un certain nombre de sites archéologiques, donc on sait assez bien comment les scribes écrivaient vers 600 avant notre ère, et on n'a pratiquement aucune différence entre cette écriture-là et le manuscrit 4Q46. Et donc, il y a un petit peu d'évolution, il est un peu plus tardif, donc il n'est peut-être pas du 6e siècle, il est peut-être du 5e, voire 4e, moi je veux bien qu'il y ait une évolution, mais il n'y a pas 500 ans d'écart entre les deux. Et d'ailleurs, de façon assez curieuse, j'avais fait cette étude à l'occasion d'un colloque que j'organisais à Strasbourg sur le Pentateuque samaritain, les rouleaux de la mer morte. Et il y a, dans le livre qu'on a publié, il y a une autre étude, j'avais invité un collègue allemand qui est venu et qui s'était intéressé au Deutéronome et qui a fait l'évolution du livre du Deutéronome, non pas parce que lui, il ne sait pas déchiffrer les manuscrits, mais sur le texte lui-même, en disant à quel moment, vous savez, on ajoute des chapitres, des versets, des machins, on en parlera dans un chapitre un peu plus loin dans notre cours, là. Et lui, il avait classé les manuscrits en fonction du texte le plus ancien. Et donc, il a une sorte d'arbre généalogique du Pentateuque. Et dans son arbre généalogique du Pentateuque, on a travaillé totalement indépendamment l'un l'autre, on se retrouve le jour du colloque. Et donc, lui fait son exposé, et il explique, eh bien, parmi les rouleaux de la mer morte, le rouleau du Deutéronome qui correspond à la version la plus ancienne du texte du Deutéronome, c'est 4Q46. Et donc, moi, je lui dis, c'est extraordinaire, parce que moi, justement, en regardant la forme des lettres, juste la forme des lettres,
Moi, je ne savais même pas que c'était un livre de Deutéronome. Enfin, je savais que c'était un rouleau de Deutéronome, mais je ne m'étais pas intéressé à ça. Je veux dire, je regardais vraiment pas le contenu, mais juste la forme des lettres. Eh bien, justement, je situe ce fragment plus ancien que les autres, peut-être 4e ou 5e siècle avant notre ère. Donc, est-ce que c'est une coïncidence qu'à la fois une analyse littéraire interne et une analyse externe de la paléographie concordent pour dire que, moi j'aimerais qu'on fasse du carbone 14 sur ce fragment, parce qu'il est quand même super intéressant. Bon, donc tout ça pour dire que, donc ça le livre est paru en 2019, mon chapitre, je crois que je l'ai mis en PDF sur mon blog, mais de toute façon, bon, si vous en avez besoin, vous me dites, je vous le donne, enfin, n'hésitez pas. Mais donc, à un moment donné, c'est très intéressant de dire que voilà, où est-ce qu'on était? Voilà, de dire que quand vous avez ces papyrus ou ces parchemins en paléo-hébreu, de ne pas dire ah c'est une renaissance tardive de l'alphabet paléo-hébreu. Non, il y a une tradition continue. Et on écrit les rouleaux de livres en hébreu qui sont en langue hébraïque avec l'alphabet hébreu. Ce qui est plutôt normal en fait. Et c'est au bout d'un moment, et je situe le passage vers le 3e siècle avant notre ère, où là on commence, quelqu'un a l'idée de dire tiens, j'ai un livre en hébreu, en langue hébraïque, mais je vais quand même utiliser l'écriture araméenne pour l'écrire. Ce qui paraît un peu choquant quand on y pense. Mais pourquoi? Voilà. Et donc, le passage se situerait vers 200 avant notre ère. Et là, il y a un tuilage, évidemment, avec des scribes qui continuent à dire ah ben non, désolé, moi c'est de la langue hébraïque, donc j'utilise l'alphabet hébreu. D'autres qui disent non, c'est quand même mieux d'utiliser l'alphabet araméen. Et puis petit à petit, ça commence à se perdre. Et du coup, les rouleaux les plus anciens utilisent le paléo-hébreu. Et comme par hasard, c'est les rouleaux de la Torah. C'est des rouleaux, donc vous avez, vous voyez, 4Q46 c'est du Deutéronome, 4Q12 c'est de la Genèse, celui-ci 4Q11 c'est Genèse et Exode, etc., etc. Donc c'est intéressant de dire que c'est quand même les seuls livres qui sont copiés comme ça en paléo-hébreu pratiquement, c'est le Pentateuque, on a le livre de Job aussi, bon, et un ou deux rouleaux qui ne sont pas des rouleaux bibliques, mais on parle quand même de Moïse et de Josué, etc. Donc dans tous les cas, ça semble être des traditions type patriarcale. Voilà. Ça, je trouve que c'est là, pareil, de façon positive. Je ne vais pas rentrer dans des statistiques, mais de façon positive, je trouve ça intéressant. Je veux dire, du coup, mais en gros, ce livre, il date de l'époque asmonéenne. Bah, le 3e, 4e siècle, justement, c'est l'époque de c'est pas de révolution, mais de Barouk, quoi. Je sais pas si c'est de Barouk où il se rebelle contre. Je sais plus. Alors, le début de l'époque asmonéenne et une rébellion, je sais plus si c'est contre les Grecs, ouais, c'était contre les Grecs. alors l'époque, donc ça s'appelle l'époque asmonéenne, la dynastie asmonéenne, ça commence en 167, 166 avant notre ère, la révolte contre Antiochos IV, Épiphane, qui est un roi séleucide, hein, donc qui est en Syrie. Là, ce dont je parle, c'est de rouleaux qui seraient du 3e, voire 4e, voire 5e pour 4Q46. Donc là, on est à l'époque achéménide, on est à l'époque perse. Ça pourrait remonter à l'époque perse. Si c'est l'époque grecque, Alexandre le Grand, hein, c'est les années 330 avant notre ère, ça pourrait être le début de l'époque hellénistique, mais en tout cas, c'est plus ancien que ce qu'on dit habituellement. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, alors bon, ce serait bien de faire du carbone 14. Oui. Donc en fait, si je comprends bien pour vous, l'utilisation de l'hébreu et de l'alphabet qui va avec, ça a simplement été quelque chose de dégressif petit à petit dans le temps. Ça a petit à petit été remplacé par l'araméen, mais qui n'a pas eu de remplacement. Enfin, il y a eu des moments cruciaux, comme par exemple le fait de passer sous l'administration perse. En fait, dans la pratique, ça s'est juste petit à petit, avec le temps, de moins en moins utilisé. Ah oui, alors donc la question c'est de savoir est-ce que ça s'est fait progressivement. Alors ça devrait faire l'objet d'un 3e article. J'ai fait 2 articles sur le paléo-hébreu. Un premier où je parlais de ça, de l'usage du paléo-hébreu pour écrire des rouleaux. J'ai fait un 2e article où je me suis intéressé aux rouleaux de la mer Morte qui sont copiés avec l'alphabet araméen, mais certains mots utilisent le paléo-hébreu, notamment les noms divins, le tétragramme, parfois Elohim, etc., etc. Bon, il y a quelques rouleaux comme ça qui sont intéressants. On se dit, tiens, le scribe, lui, non, moi je vais utiliser l'écriture araméenne, mais pour certains mots, je vais quand même utiliser le paléo-hébreu. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai daté ces rouleaux, et comme par hasard, il y a là encore, c'est des rouleaux, c'est une tradition qui commence, on va dire, surtout au 1er siècle avant notre ère.
Donc une sorte de période de transition. C'est pas des rouleaux les plus tardifs, c'est pas des rouleaux de la fin du 1er siècle de notre ère, par exemple, ce qu'on appelle l'époque hérodienne tardive, on n'en a pas, très peu. On n'a pas non plus de rouleaux du 3e ou 2e siècle avant notre ère. Donc là encore, j'ai fait cette étude de façon totalement indépendante, mais finalement ça colle bien. On voit bien, j'ai un tableau dans mon premier article, un tableau dans mon deuxième, on peut pratiquement les mettre bout à bout. Donc effectivement, il y a cette idée, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que pendant longtemps, on utilise l'écriture hébraïque pour noter la langue hébraïque, ce qui paraît logique. À un moment donné, on bascule vers l'écriture araméenne, même lorsqu'on écrit de l'hébreu, mais il y a une période de transition, et après, il y a encore une autre période de transition. On dit on va écrire l'araméen, mais on va quand même utiliser le paléo-hébreu pour les noms divins, hein, et puis après, on arrête complètement. Bon. Mon troisième article que je voudrais faire, c'est m'interroger, mais je manque de documentation, donc ça risque, je ne l'ai pas écrit parce que ce serait très spéculatif. Bon, je peux toujours écrire, ça se fait aussi, hein, de dire j'ai des hypothèses, j'ai une théorie, j'avance ma théorie, et puis voilà, le jour où on prouve qu'elle est fausse, ça sera fausse, mais voilà. Bon. Donc, pour dire brièvement, j'essaie déjà de la situer dans le temps, et cette période de transition où quelqu'un commence à se dire tiens, je vais écrire un texte en hébreu, mais en utilisant l'alphabet araméen, je le situe vers le 3e siècle, fin du 3e siècle, peut-être vers 200 avant notre ère. Et je me dis pourquoi? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va se dire tiens, j'ai un texte hébreu, un des plus anciens, c'est le livre de Samuel, on a le livre de Jérémie, voilà, j'ai un ou deux rouleaux en tête qui sont très anciens, le livre de Samuel, le livre de Jérémie, qui sont des œuvres littéraires en hébreu, en langue hébraïque, mais pourtant qui sont copiées avec l'alphabet araméen. Et donc pourquoi un scribe a fait ça? J'ai pas encore de réponse ferme. Mon intuition, c'est qu'il y a des considérations tout à fait pragmatiques, c'est-à-dire que la cursive araméenne s'est développée à l'époque achéménide et elle est plus facile à écrire. Il y a moins de traits différents pour chaque lettre. Donc vous écrivez plus vite. Allez, vous voyez, donc quand vous avez des mètres et des mètres à écrire, bon voilà. Donc il y a d'une part le fait que d'abord les gens savent la cursive araméenne, ils l'ont apprise. On a eu 2 siècles d'époque achéménide, donc les scribes ils ont appris à écrire la cursive araméenne, qui est universelle à l'époque. Hein, on écrit en araméen depuis l'Ouzbékistan jusqu'au sud de l'Égypte. Hein, donc dans la région, vous pouvez circuler, tout le monde va savoir lire la cursive araméenne. En plus, elle est facile à écrire, plus facile à écrire que le paléo-hébreu. Mais pour moi, ces aspects pratiques ne suffisent pas non plus. Il y a quand même un aspect quand même, à un moment donné, il peut y avoir un frein, un blocage en disant quand même, l'araméen, on nous a imposé l'araméen comme langue, c'est l'Empire perse, etc., etc. Mais justement, ce que je me dis, c'est que quand on n'est plus à l'époque perse, après les conquêtes d'Alexandre le Grand, qu'on est à l'époque hellénistique, les conquérants, ce ne sont plus les Perses, donc la langue impériale qu'on nous impose, ça n'est plus l'araméen, c'est le grec. Et donc on peut avoir une différence de regard. L'araméen n'est peut-être plus perçu comme la langue des ennemis, la langue, etc., etc. Et donc à un moment donné, peut-être voilà, on se calme un petit peu, il faut peut-être quelques générations, mais voilà. Donc on peut imaginer que quelques générations après le début de l'époque hellénistique, voilà, finalement l'araméen, on n'a plus le même regard sur la cursive araméen, on n'a peut-être plus un blocage etc. Et par ailleurs, oui, il faut quand même préciser que c'est quand même le même alphabet, c'est quand même les 22 mêmes lettres. Quand je parle d'écriture hébraïque, araméenne, je ne l'ai pas dit, mais je précise quand même qu'en fait tout ça, c'est les 22 mêmes lettres, et c'était le même alphabet. Moi, je ne sais pas, vous remontez 2000 ans avant notre ère, quand on voit les premiers... Enfin, 2000 ans, c'est un peu loin peut-être, mais on va dire même jusqu'à, je sais pas, 1000 ans avant notre ère, fin du bronze récent, début de l'âge de fer, il n'y a pas de séparation encore en alphabets nationaux. C'est les 22 mêmes lettres, un peu maladroites, et il faut attendre le 10e siècle, 10e, 9e siècle avant notre ère, pour pouvoir dire, le Aleph, ou le Bet, ou le même, tiens, ça c'est plutôt araméen, ça c'est plutôt phénicien, ça c'est plutôt hébreu. Vous voyez, il y a on commence à voir les alphabets avec et c'est surtout, on va dire, à la fin de l'âge de fer, enfin, fer 2, voilà, que là, on commence à voir ça, et à la fin de l'âge de fer, là, c'est très clair. Vous pouvez voir un texte, voilà, je ne sais pas si on va au Louvre un jour, je vous emmène au Louvre, on regarde au Louvre, ça, je peux voir loin à l'autre bout de la pièce, je peux vous dire ça c'est du phénicien, même c'est du punique, donc les colonies phéniciennes à Carthage, parce que voilà, il y a des formes de lettres très spécifiques, c'est le même alphabet, mais avec des formes de lettres très spécifiques. Où là, typiquement, je peux vous dire, ça c'est de l'araméen, ça c'est de l'hébreu, donc à l'époque achéménide, bon, voilà. Mais c'est évidemment les 22 mêmes lettres. Et la forme de base est la même, mais elle évolue. Voilà.
Donc, ce serait plus compliqué si on adoptait un autre alphabet qui n'avait pas le même nombre de lettres. Donc, ce n'est pas le cas ici. D'accord? Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus et on va faire une petite pause. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, il y a le regard et le fait que, comme par hasard, comment dire, voilà, je ne sais pas si c'est un hasard que les plus anciens rouleaux, on a l'usage du paléo-hébreu, que ça correspond pour la plupart de ces rouleaux à la Torah, et que on a aussi l'écriture sur un même rouleau, là, de la Genèse, peut-être, la fin de la Genèse suivie du début de l'Exode. Voilà. Donc ça, c'est des données, en tout cas, intéressantes, c'est des faits. Voilà, je ne veux pas surinterpréter, mais j'ai quand même dans l'idée que c'est pas une coïncidence. Voilà. On fait une petite pause, ça va pour vous? Allez, petite pause, on se retrouve dans 5 minutes, le temps de se dégourdir les jambes. À tout de suite.